Et si l'histoire avait déjà été écrite, il y a 5 siècles, incendie, guerre, révolution, dirigeants inattendus. Depuis plus de 400 ans, certains affirment que tout était déjà annoncé. Un homme, au XVIe siècle, aurait laissé derrière lui des textes obscurs, mystérieux, difficiles à interpréter, mais suffisamment troublants pour traverser les siècles. Son nom, Nostradamus. Était-il un véritable visionnaire, un observateur brillant de son époque? Ou bien l'histoire a-t-elle simplement appris à lire ces mots après coup? Ce soir, nous allons explorer la vie, les écrits et le mystère des prophéties de Nostradamus. Si vous appréciez ces récits historiques immersifs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos et de laisser un j'aime. C'est ce qui permet à ces histoires de continuer à être racontées. Dites-nous en commentaire, depuis quel endroit et à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Et également, dans quelle mesure pensez-vous que l'avenir puisse réellement être prédit? Installez-vous confortablement et plongeons dans l'un des plus grands mystères de l'histoire. Vous ouvrez les yeux dans une Provence encore silencieuse. L'aube est pâle, légèrement dorée, et glisse doucement sur les toits de tuiles rondes. L'air est frais, chargé d'une odeur de pierre humide et de terre travaillée. Nous sommes au tout début du XVIe siècle, dans la petite ville de Salon de Provence, au cœur d'un royaume de France qui change lentement de visage. C'est ici, en 1503, que naît Michel de Nostredame, celui que l'histoire retiendra sous le nom de Nostradamus. Mais pour l'instant, il n'était qu'un enfant parmi d'autres. Un nouveau-né enveloppé dans des linges simples, bercé par les bruits familiers d'une maison provençale. Le bois qui craque, la marmite qui frissonne au-dessus du feu, les pas feutrés sur le sol irrégulier. Vous vous tenez dans cette maison aux murs épais. La lumière pénètre par de petites fenêtres. On y vit simplement, mais non sans savoir. La famille de Michel n'est pas pauvre. Son père est notaire. Ses ancêtres ont étudié, écrit, compté. Ils savent lire et manier les textes, ce qui, à cette époque, distingue profondément une famille des autres. Dans cette Provence du XVIe siècle, la plupart des hommes travaillent la terre. On laboure sous le soleil dur. On redoute les mauvaises récoltes. On prie pour que la pluie vienne au bon moment. Mais dans certaines maisons, on cultive aussi les mots. Le jeune Michel grandit dans ce contraste. Un monde rural, rude, mais traversé par le souffle discret de la Renaissance. Vous l'imaginez enfant, marchant dans les ruelles étroites de Salon. Les pavés sont irréguliers. Les échoppes s'ouvrent lentement. On entend le bruit du marteau du forgeron, le bêlement d'une chèvre attachée, le frottement des robes contre la pierre. Les odeurs sont fortes, mêlées, cuir tanné, fumé, épices rares venues de ports lointains. Le monde s'élargit. Les marchands parlent de l'Italie, des guerres du roi, des nouvelles idées humanistes qui circulent depuis Florence. Et dans la maison familiale, on parle latin. Le grand-père de Michel, selon la tradition rapportée, aurait joué un rôle essentiel dans son éducation. Il lui transmet le goût des textes anciens, des mathématiques, de l'observation des astres. Le soir, peut-être, on lui montre le ciel. On lui apprend à reconnaître les constellations. Imaginez ce ciel, sans lumière artificielle, sans bruit mécanique, un ciel profond, presque vertigineux. Les étoiles semblent plus proches, plus nombreuses. Elles ne sont pas seulement belles, elles inquiètent. On pense qu'elles influencent les récoltes, les maladies, le destin des hommes. À cette époque, l'astrologie et l'astronomie ne sont pas encore séparées. Observer le ciel, c'est chercher l'ordre du monde. C'est tenter de comprendre la volonté divine inscrite dans les sphères célestes. Vous voyez le jeune Michel lever les yeux, silencieux. Peut-être ressent-il déjà ce mélange de fascination et de crainte. Le monde est vaste. Les épidémies frappent sans prévenir. Les guerres éclatent loin, mais leurs échos parviennent jusqu'ici. Les famines ne sont jamais impossibles. Grandir au XVIe siècle, c'est vivre avec l'incertitude comme compagne constante. On prie souvent, on redoute le jugement, on interprète les signes. Dans les rues de Salon de Provence, les rumeurs circulent vite. Une comète aurait été aperçue. Une région voisine serait touchée par une maladie étrange. Un prédicateur
aurait annoncé des temps troublés. L'enfant écoute. Il ne comprend pas tout, mais il observe. Et c'est peut-être cela qu'il distingue déjà. Cette capacité à regarder longuement, à écouter sans interrompre, à laisser les choses s'imprimer en lui. Vous le voyez assis à une table de bois. Devant lui, des feuillets épais. Il trace lentement des lettres. L'encre est noire, dense. Il apprend la rigueur des mots. Il apprend la patience. Autour de lui, le monde change doucement. L'imprimerie diffuse les livres plus largement qu'autrefois. Les idées humanistes invitent à relire les textes antiques, à comprendre l'homme autrement. Mais l'Église demeure puissante, attentive, vigilante. Entre foi profonde et curiosité intellectuelle, une tension subtile traverse l'époque. Et c'est dans cette tension que grandit Michel. Vous sentez la chaleur du soleil monter peu à peu sur les pierres claires. Les journées sont rythmées par les cloches. Matin, midi, soir. Le temps appartient à Dieu autant qu'aux hommes. Le jeune garçon marche parfois hors des murs de la ville. Il traverse des champs d'oliviers, respire le parfum sec du romarin écrasé sous ses pas. La Provence est belle, mais exigeante. La terre donne, mais elle peut reprendre. Dans ce paysage lumineux et fragile, Michel de Nostredame construit les premières couches de son regard. Un regard attentif aux signes, aux cycles, aux répétitions du ciel et des saisons. Il n'est encore qu'un enfant. Mais déjà, lentement, se dessine en lui une curiosité silencieuse qui ne le quittera plus. Vous continuez à marcher dans les ruelles de Salon de Provence, et peu à peu, l'enfance de Michel prend une forme plus précise. Le soleil est maintenant plus haut dans le ciel, et la lumière éclaire les façades claires presque dorées. On entend les sabots d'un cheval sur la pierre, le murmure d'une discussion en provençal, le claquement sec d'un volet que l'on ouvre. L'enfant grandit dans un monde où chaque geste a son importance. On apprend tôt à se tenir droit, à saluer, à écouter. L'éducation n'est pas seulement affaire de savoir, elle est aussi affaire de discipline intérieure. Le silence est respecté, la parole est mesurée. Dans la maison familiale, les livres sont précieux. Ils ne sont pas nombreux, mais ils existent, de lourds volumes reliés, parfois copiés à la main, parfois issus des premières presses d'imprimerie. Vous sentez sous vos doigts le grain épais du papier, légèrement irrégulier. Chaque page est un objet rare. On lui enseigne le latin, langue des savants et des textes religieux. Les phrases sont longues, structurées, exigeantes. Michel apprend à penser avec méthode, à décomposer une idée, à chercher un sens caché derrière les mots. À cette époque, l'Europe est traversée par un souffle nouveau, la Renaissance. Les artistes redécouvrent l'Antiquité. Les savants questionnent les anciens dogmes. Les cartes du monde s'agrandissent. On parle de terres nouvelles découvertes au-delà des mers. Et pourtant, dans les campagnes, la vie reste rude. Vous sentez la poussière se déposer sur les vêtements. Les mains sont calleuses. Les récoltes sont incertaines. Une mauvaise saison peut faire basculer une famille entière dans la misère. La peur n'est jamais loin. Michel observe cela aussi. Il voit les visages marqués par le soleil et l'inquiétude. Il entend les prières murmurées lorsque la pluie tarde. Il remarque les processions organisées pour implorer la protection divine. La religion structure chaque instant de la vie. Les cloches rythment les heures. Les fêtes religieuses ponctuent l'année. Le péché et le salut ne sont pas des abstractions. Ils sont des réalités palpables, presque physiques. Dans ce monde, tout a un sens. Une maladie n'est pas seulement un désordre du corps. Elle peut être un avertissement céleste. Une comète n'est pas seulement un phénomène lumineux. Elle peut annoncer un bouleversement. Vous imaginez Michel, adolescent, déjà plus silencieux que les autres. Il lève souvent les yeux vers le ciel du soir. Les constellations deviennent familières. Il apprend à reconnaître les mouvements lents des planètes. Saturne, Jupiter, Mars. Des noms anciens qui portent en eux une puissance symbolique. L'astrologie, à cette époque, n'est pas marginale. Elle est étudiée dans les universités. Les médecins eux-mêmes consultent les astres pour déterminer le moment propice à un traitement. Le corps humain est perçu comme lié au cosmos. Le microcosme et le macrocosme se répondent. Peu à peu, dans l'esprit du jeune Michel,
Ses correspondances s'installent. Il comprend que le monde n'est pas un chaos désordonné, mais un ensemble de cycles. Les saisons reviennent. Les étoiles suivent des trajectoires précises. Les événements semblent parfois obéir à des rythmes invisibles. Vous le voyez penché sur une table, une chandelle vacillante à ses côtés. La cire fond lentement, dégageant une odeur douce et chaude. Le silence de la nuit enveloppe la maison. Seul le grattement de la plume trouble la tranquillité. Il apprend à écrire avec soin, à formuler ses pensées, à manier les symboles. Mais l'enfance n'est pas seulement faite d'études. Il court aussi dans les collines. Il respire le vent du Mistral qui balaie les champs. Il sent la chaleur écrasante de l'été provençal, puis le froid plus humide de l'hiver. Son corps apprend le monde autant que son esprit. Et ce monde est fragile. Les récits de maladies circulent déjà. La peste n'a pas disparu des mémoires. Elle a frappé l'Europe à plusieurs reprises. On en parle à voix basse, comme d'une ombre qui pourrait revenir. Cette conscience permanente de la mort façonne les esprits. Vous sentez cette tension douce mais constante. La vie est précieuse parce qu'elle est incertaine. Chaque naissance est un miracle. Chaque année sans épidémie est une bénédiction. Dans cette atmosphère, Michel grandit avec une double sensibilité, rationnelle et mystique. Il apprend à compter, à raisonner, à analyser. Mais il apprend aussi à prier, à interpréter, à redouter les signes. Il ne sait pas encore quel chemin précis il empruntera. Médecine ? Études savantes ? Astrologie ? Pour l'instant, il accumule. Des images, des lectures, des peurs silencieuses, des émerveillements nocturnes. Le ciel continue de tourner au-dessus de Salon de Provence. Les étoiles poursuivent leur lente danse. Et dans l'esprit du jeune Michel de Nostre-Dame, quelque chose se construit, lentement, comme une architecture invisible. Un regard tourné vers le ciel, mais profondément ancré dans la terre provençale. Le temps a passé doucement sur les pierres claires de Salon de Provence, et l'enfant est devenu un jeune homme. Vous sentez désormais dans l'air une forme de gravité nouvelle. Les jeux se sont espacés. Les promenades dans les collines se font plus rares. À présent, l'horizon s'élargit. Nous sommes au début du XVIe siècle, et la France est traversée par un souffle intellectuel puissant, l'humanisme. Les textes antiques circulent davantage grâce à l'imprimerie. On redécouvre Hippocrate, Galien, Ptolémée. On traduit, on compare, on questionne. Michel de Nostre-Dame quitte peu à peu le cadre rassurant de sa ville natale pour poursuivre des études. Vous l'imaginez sur les routes poussiéreuses, traversant des paysages vallonnés, dormant parfois dans des auberges simples, où l'odeur du bois brûlé se mêle à celle du vin et du cuir humide. Il se dirige vers les centres de savoir, notamment vers Avignon, puis plus tard vers l'université de Montpellier, l'une des plus réputées d'Europe pour l'étude de la médecine. Vous entrez avec lui dans une salle d'études. Les murs sont épais, l'air légèrement froid. Des étudiants, vêtus de longues robes sombres, sont penchés sur des manuscrits. Le silence n'est troublé que par le froissement des pages et le raclement discret d'une chaise sur la pierre. La médecine, à cette époque, repose encore largement sur la théorie des humeurs héritées de l'Antiquité. On pense que le corps est composé de 4 humeurs, le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. La santé dépend de leur équilibre. La maladie naît de leur désordre. Vous sentez combien cette vision du corps est liée à celle du cosmos. Les saisons influencent les humeurs. Les planètes influencent les saisons. Tout est lié. Michel apprend à observer les symptômes, à préparer des remèdes à base de plantes, à doser, à peser. Les herbes séchées dégagent des parfums puissants. Sauge, romarin, thym, absinthe. Les apothicaires manipulent mortier et pilon avec une lente précision. Mais la médecine du XVIe siècle est aussi limitée. On ignore l'existence des microbes. On pratique encore la saignée. On applique des cataplasmes. On prie beaucoup. Dans les amphithéâtres, on dissèque parfois des corps. L'odeur est lourde, difficile. Pourtant, ces gestes marquent une évolution. On ose regarder à l'intérieur du corps humain. On ose questionner l'autorité des textes anciens. Michel vit cette tension. Entre respect des traditions et désir d'observation directe, entre foi et raison, entre héritage et nouveauté. Vous le voyez marcher dans les rues de Montpellier.
La ville est animée. Des étudiants venus de toute l'Europe échangent en latin. Les débats sont vifs, mais feutrés. On parle d'anatomie, de philosophie, d'astronomie. La nuit, Michel continue d'observer le ciel. Même plongé dans les études médicales, il ne délaisse pas les astres. Car pour lui, comme pour beaucoup à son époque, il n'y a pas de frontière nette entre science et astrologie. Les positions planétaires peuvent indiquer des périodes favorables ou dangereuses. Les médecins consultent parfois les cartes du ciel avant de décider d'un traitement. Vous imaginez le jeune homme penché sur un parchemin, traçant des cercles, notant la position de Mars ou de Saturne. La chandelle éclaire à peine les lignes fines qu'il dessine. Le monde semble ordonné, structuré, lisible, à condition de savoir interpréter les signes. Mais tout n'est pas simple. La vie étudiante est parfois fragile. Les ressources manquent, les épidémies circulent encore. Les tensions religieuses commencent à poindre dans certaines régions d'Europe. Vous sentez que le monde est en mouvement. Michel apprend non seulement un métier, mais une manière de penser. Il apprend à relier les éléments, à chercher des causes, à ne pas se contenter d'apparences. Cette formation, profondément ancrée dans la médecine humaniste de son temps, va marquer toute sa vie. Car avant d'être prophète aux yeux de certains, il sera médecin. Avant d'écrire des quatrains mystérieux, il aura tenu des mains fiévreuses, observé des corps affaiblis, senti l'odeur âcre de la maladie. Pour l'instant, vous êtes encore dans ces années d'apprentissage. Le monde semble vaste, ouvert. L'avenir n'est pas encore obscurci par les drames à venir. Le jeune Michel avance, porté par la curiosité et le savoir. Et déjà, lentement, son regard sur le monde s'affine. Vous êtes toujours à Montpellier. Le soleil descend lentement derrière les toits de tuiles et la pierre claire des bâtiments universitaires prend une teinte orangée. L'air se rafraîchit. On entend au loin le brouhaha d'une taverne, les éclats de voix étouffés par les murs épais. Michel de Nostredame n'est plus un enfant émerveillé par les étoiles. Il devient un homme formé par l'étude, par la rigueur, par l'observation. Pourtant, plus il apprend, plus le monde lui apparaît complexe. Dans les salles de cours, les maîtres citent Hippocrate et Galien avec respect. Les étudiants prennent des notes en latin, langue savante qui crée une communauté intellectuelle au-delà des frontières. Mais certains professeurs osent déjà corriger les anciens. Ils évoquent l'importance de l'expérience, de l'observation directe du malade. Vous sentez cette transition subtile. L'Europe quitte lentement le Moyen-Âge pour entrer dans un temps nouveau. Les certitudes vacillent, mais elles ne s'effondrent pas encore. On avance avec prudence. Michel apprend à examiner un patient. Il observe la couleur de la peau, la chaleur du front, le rythme du pouls. Il écoute la respiration. Il interroge les habitudes alimentaires, le sommeil, les douleurs. Chaque détail compte. Les remèdes sont préparés avec soin. Dans l'atelier d'un apothicaire, l'air est saturé d'odeurs végétales. Des bouquets d'herbes sèches suspendus au plafond. Les fioles de verre captent la lumière. On broie, on mélange, on filtre. Vous passez la main sur une table de bois tachée par des années de décoction. La médecine est artisanale, concrète. Elle demande patience et précision. Mais au-delà des gestes techniques, Michel développe une sensibilité particulière au cycle du temps. Les saisons influencent les maladies. L'humidité de l'automne apporte certaines fièvres. La chaleur estivale affaiblit les corps. Le ciel, toujours reste présent. La position des planètes n'est pas un simple divertissement intellectuel. Elle s'inscrit dans une vision globale de l'univers où tout est interconnecté. L'homme n'est pas isolé. Il est inséré dans un ordre cosmique. Vous imaginez Michel tracer un thème astral pour déterminer le moment le plus favorable à une saignée. Cela peut sembler étrange à nos yeux modernes, mais à son époque, cette pratique n'a rien d'irrationnel. Elle s'appuie sur une logique cohérente, héritée des siècles précédents. Pourtant, cette période d'études n'est pas exempte de difficultés. Les universités sont strictes, les règles sont nombreuses. On exige discipline et orthodoxie. Certaines pratiques jugées trop libres peuvent attirer la méfiance. Il est probable que Michel ait connu des tensions au cours de sa formation. On raconte qu'il aurait été exclu un temps de l'université pour avoir exercé comme apothicaire sans autorisation formelle, ce qui allait à l'encontre des règlements académiques. Vous ressentez cette frustration possible.
l'envie d'agir, de soigner, de ne pas rester enfermé dans les murs d'une salle de cours. Car pendant que les étudiants débattent, le monde extérieur souffre. La peste n'a pas disparu. Elle surgit par vagues. Elle traverse les villes, s'installe dans les ports, remonte les routes commerciales. Elle laisse derrière elle silence et maisons vides. Michel sait qu'il devra affronter cela. La médecine qu'il apprend sera bientôt mise à l'épreuve. Les théories seront confrontées à la réalité brutale des corps malades. Vous sentez dans cette jeunesse une tension douce mais constante. L'apprentissage d'un savoir face à l'immensité de la souffrance humaine. Le jeune homme marche parfois seul le long des remparts. Le vent du soir souffle légèrement. Le ciel se couvre d'étoiles. Il réfléchit à la fragilité de la vie, à l'ordre mystérieux du monde, à la place de l'homme entre terre et ciel. Cette période de formation façonne son regard. Elle lui donne des outils intellectuels. Elle lui offre une structure de pensée. Mais elle nourrit aussi son intérêt pour les correspondances invisibles entre les événements terrestres et les mouvements célestes. Peu à peu, Michel de Nostredame devient un homme capable de naviguer entre deux univers, celui de la médecine rationnelle et celui de l'interprétation symbolique. Et vous sentez déjà que ces deux dimensions, loin de s'opposer dans son esprit, vont un jour se rejoindre. La jeunesse s'achève lentement. Les études touchent à leur terme. L'heure viendra bientôt d'affronter le monde réel, ses maladies, ses drames, ses incertitudes. Le vent du sud continue de souffler, et l'avenir, encore invisible, commence à se dessiner dans l'ombre. Le temps des études s'éloigne, et vous sentez que le monde devient plus lourd, plus dense. L'air lui-même semble chargé d'une inquiétude sourde. Les routes que Michel de Nostredame emprunte désormais ne sont plus celles d'un étudiant curieux, mais celles d'un médecin confronté à la réalité la plus brutale de son époque, la peste. Le mot circule à voix basse, comme un souffle glacé. Il traverse les villages, franchit les murailles des villes, s'insinue dans les maisons. Vous marchez dans une rue où les volets sont clos. L'odeur est étrange, épaisse, mêlée de fumée et de vinaigre. On brûle des herbes pour purifier l'air. On prie, on attend. Au XVIe siècle, la peste revient par vagues. Elle n'est plus la grande catastrophe du XIVe siècle, mais elle demeure présente, tapie, prête à ressurgir. Lorsqu'elle frappe, elle bouleverse tout. Michel, désormais médecin formé, se rend dans les régions touchées. Vous l'imaginez arrivant dans une ville inquiète. Les habitants l'observent avec espoir, mais aussi avec méfiance. Peut-il vraiment faire quelque chose contre un mal que beaucoup considèrent comme un châtiment divin ? Les symptômes sont terribles. Fièvre soudaine, douleur intense, bubons noirs et gonflés sous les aisselles ou à l'aine. La peau devient brûlante. Les forces s'effondrent en quelques jours. Vous entrez avec lui dans une maison sombre. L'air est lourd. Une chandelle éclaire à peine le visage d'un malade allongé sur une paillasse. La famille se tient en retrait, impuissante. La peur se lit dans les regards. Michel observe. Il ne se contente pas de réciter les théories apprises. Il agit. On raconte qu'il refuse certaines pratiques courantes, comme les saignées excessives, qui affaiblissent davantage les patients. Il privilégie l'hygiène, l'air frais, la propreté. Il recommande de retirer les corps des rues rapidement, de nettoyer les lieux de vie, d'éviter les concentrations humaines. À son époque, ces gestes sont presque révolutionnaires. Vous sentez la tension entre la tradition et l'expérience. Certains médecins s'en tiennent strictement aux textes anciens. Michel, lui, semble accorder plus d'importance à l'observation concrète. Il prépare aussi des remèdes à base de plantes, des poudres parfumées, des mélanges destinés à renforcer le corps. L'odeur du romarin et de la rose séchée se mêle à celle, plus âcre, de la maladie. Mais malgré tous ses efforts, il ne peut pas sauver tout le monde. Et c'est là que la peur du monde s'installe profondément. Car face à la peste, même le savoir paraît fragile. Même la science balbutiante se heurte à une force invisible et implacable. Vous ressentez cette impuissance, le silence après un dernier souffle, les cloches qui sonnent pour les morts, les rues qui se vident. La peste ne touche pas seulement les corps, elle bouleverse les certitudes. Elle rappelle à chacun que la vie est précaire, suspendue à un fil invisible.
Dans ce contexte, les interprétations inspirituelles se multiplient. Certains y voient la colère de Dieu. D'autres accusent les astres une conjonction défavorable de planètes. Les prêcheurs appellent à la repentance. Les processions se succèdent. Michel, lui, vit au croisement de ces explications. Médecin formé à l'université. Observateur attentif des cycles célestes. Homme profondément inscrit dans son siècle. Vous l'imaginez, le soir, après une journée éprouvante, sortant quelques instants de la ville. Il lève les yeux vers le ciel. Les étoiles brillent comme si rien n'avait changé. Le cosmos paraît paisible, immuable. Et pourtant, en bas, les hommes meurent. Cette contradiction nourrit en lui une réflexion plus vaste. Comment comprendre le désordre terrestre dans un univers qui semble ordonné ? Comment concilier la souffrance humaine avec l'harmonie apparente des sphères célestes ? La peste ne forge pas seulement le médecin. Elle façonne l'homme intérieur. Elle lui apprend la fragilité. Elle lui apprend l'humilité. Elle lui apprend que le monde peut basculer soudainement. Et peut-être déjà s'installe en lui l'idée que les catastrophes suivent des cycles, que l'histoire elle-même pourrait obéir à des rythmes comparables à ceux des planètes. Vous sentez le vent passer dans une rue déserte. Une porte claque au loin. La nuit tombe sur une ville marquée par la maladie. Michel de Nostredame continue d'avancer, porté par le devoir de soigner. Mais au fond de lui, quelque chose change. Le monde n'est plus seulement un objet d'étude. Il devient une énigme. La nuit est tombée sur la ville, frappée par la maladie. Vous sentez l'air plus froid, plus sec. Les rues sont presque désertes. Parfois, une silhouette passe rapidement, le visage couvert d'un tissu imbibé de vinaigre ou d'herbes aromatiques censées purifier l'air. On évite le contact. On évite les regards trop longs. La peste ne se contente pas de tuer. Elle isole. Vous suivez Michel de Nostredame dans ces ruelles silencieuses. Il marche d'un pas mesuré, sans précipitation apparente, mais avec cette conscience aiguë que chaque porte qu'il pousse peut l'exposer à la contagion. À cette époque, on ignore la nature exacte du mal. On parle de miasmes, d'air corrompu. On pense que certaines configurations astrales rendent l'atmosphère malsaine. Michel ne nie pas ces théories, mais il observe surtout les faits. Il remarque que la maladie se propage dans les lieux clos, mal aérés. Il insiste sur l'importance de la propreté. Il recommande de brûler les vêtements contaminés, d'isoler les malades autant que possible. Vous entrez avec lui dans une maison où le silence est lourd. Une mère veille son enfant fiévreux. La lumière tremble sur les murs. L'odeur est difficile à soutenir. Michel s'approche, examine, parle peu. Ses gestes sont précis, presque calmes. Dans ce monde affolé, il tente d'être une présence stable. Mais parfois, malgré les soins, le corps cède. Alors viennent les charrettes, les fosses communes, les prières rapides, le son des cloches qui semblent ne plus jamais s'arrêter. Vous sentez combien ces expériences marquent profondément un homme. La répétition de la mort, la vision de familles entières décimées, les villages qui se vident. La peste bouleverse aussi l'ordre social. Certains fuient les villes. Les plus riches se retirent à la campagne. Les plus pauvres restent exposés. La peur révèle les inégalités. Elle révèle aussi la solidarité inattendue de certains. Michel traverse ces paysages humains brisés. Il voyage de région en région, appelé là où l'épidémie frappe le plus durement. Il devient un médecin itinérant, connu pour son courage et ses méthodes parfois différentes. Vous imaginez les routes qu'il parcourt, des chemins bordés d'arbres, des ponts de pierre au-dessus de rivières lentes, l'odeur de la poussière soulevée par les pas, parfois la pluie, parfois un ciel d'un bleu éclatant, indifférent à la souffrance terrestre. Ce contraste est constant. La beauté du monde naturel face à la fragilité humaine. Dans ces années de lutte contre la peste, Michel accumule une expérience immense. Il comprend que la maladie ne frappe pas au hasard absolu. Elle suit des routes commerciales, des saisons, des concentrations humaines. Il perçoit des motifs, des répétitions. Et peu à peu, son esprit s'habitue à chercher des cycles. La peste revient, elle repart, elle revient ailleurs. Comme les planètes, vous sentez cette idée s'installer doucement. L'histoire elle-même pourrait être rythmée par des phases, des périodes sombres, suivies de moments plus calmes.
une respiration vaste, presque cosmique. Mais derrière cette réflexion intellectuelle, il y a l'homme. Car durant ces années, Michel ne se contente pas d'observer la souffrance des autres. Il en fait aussi l'expérience intime. La maladie touche son propre foyer. Sa première épouse, dont le nom reste incertain dans les archives, ainsi que leurs enfants, meurent probablement lors d'une épidémie. Imaginez ce moment, le médecin impuissant devant la maladie qui emporte les siens. Les connaissances accumulées ne suffisent-ils plus? Les remèdes préparés avec soin ne changent rien. Le silence après, la maison vidée de ses voix familières, les objets immobiles, le lit déserté. Vous ressentez cette douleur muette. Elle ne fait pas de bruit, elle ne se crie pas. Elle s'installe, lourde, dans le cœur. Cet événement marque une rupture profonde. Michel perd non seulement sa famille, mais aussi une part de son innocence. La peste n'est plus seulement un défi professionnel. Elle devient une blessure personnelle. Et c'est peut-être dans cette blessure que s'enracine une transformation intérieure. Vous l'imaginez, seul, regardant le ciel nocturne. Les étoiles sont toujours là, immuables. Le cosmos semble suivre ses lois, indifférent aux drames humains. Alors une question naît, presque inévitable. Si tout obéit à un ordre, pourquoi tant de chaos? Si les cycles existent, peut-on les comprendre, les anticiper? La peur du monde ne disparaît pas. Elle change de forme. Elle devient réflexion. Elle devient recherche de sens. Elle devient écriture intérieure. La peste a forgé le médecin. Elle commence maintenant à façonner le penseur. Le vent souffle doucement sur les villes marquées par le deuil. Les survivants reprennent peu à peu leurs activités. Les marchés rouvrent. Les enfants jouent à nouveau dans certaines rues. La vie continue. Mais Michel de Nostre-Dame n'est plus le même homme. Quelque chose en lui s'est déplacé. Une frontière invisible a été franchie. Et dans le silence des nuits suivantes, tandis que les étoiles poursuivent leur lente danse au-dessus de la Provence, une nouvelle étape de son destin commence à se dessiner. Vous reprenez la route avec lui. La Provence s'étend devant vous, vaste, lumineuse, parfois écrasée par le soleil. Les chemins sont irréguliers, bordés d'herbes sèches et de pierres blanchies par la chaleur. Michel de Nostre-Dame n'est plus un étudiant, ni seulement un médecin installé. Il devient un voyageur, un homme que l'on appelle lorsqu'une ville chancelle. Son existence est désormais rythmée par les départs. Vous sentez le balancement d'une monture sur les sentiers, le craquement du cuir, le frottement du vent contre le visage. Il transporte avec lui quelques instruments, des fioles, des sachets de plantes séchées, des manuscrits annotés. Sa vie tient dans des coffres de bois. Dans les villages où il arrive, on l'attend avec une espérance fragile. Les habitants ont entendu parler de ce médecin qui ose des méthodes nouvelles, qui insiste sur l'hygiène, qui ne se contente pas de gestes mécaniques répétés par tradition. Vous entrez avec lui dans une petite cité du Sud. Les portes sont entr'ouvertes, mais la crainte est visible. Des croix ont été tracées à la craie sur certaines maisons. Des linges imbibés de vinaigre pendent aux fenêtres. L'air semble saturé d'angoisse. La mort est partout présente, mais jamais familière. Michel ne peut l'ignorer. Il voit les corps affaiblis, les regards creusés par la fièvre. Il observe la progression du mal, tente d'en comprendre les rythmes. Il note mentalement les délais, les symptômes, les enchaînements. Vous sentez cette concentration intense. Chaque détail compte. La couleur d'une peau, l'odeur d'une pièce, la chaleur d'un front. Il recommande de nettoyer les rues, d'évacuer les déchets, d'aérer les habitations. Il propose des préparations à base de plantes, parfois composées de pétales de rose séchés, censés fortifier le cœur et purifier la laine. On parle plus tard de ces pilules de rose. Ah, ces gestes peuvent qu'à sembler simples. Pourtant, dans un monde où la fatalité domine souvent les esprits, ils représentent qu'une forme d'action concrète. Mais malgré tout, la maladie l'emporte encore trop souvent. Vous ressentez l'usure progressive, le poids des jours répétés, les veilles prolongées auprès des malades, les retours solitaires à l'auberge, tard dans la nuit, lorsque le silence enveloppe les rues désertes. Être médecin à cette époque, c'est accepter de côtoyer la mort sans cesse. Elle n'est pas abstraite, elle a un visage, une voix qui s'éteint, un souffle qui se brise. Et pourtant, Michel continue, il ne fuit pas.
Il se déplace là où d'autres hésitent. Ce courage ou cette détermination renforce sa réputation. Son nom circule. On le recommande d'une ville à l'autre. Mais au-delà de la renommée, il y a l'expérience intérieure. Chaque épidémie laisse une trace. Chaque perte ajoute une couche silencieuse à son regard. Vous imaginez ses traits se durcir légèrement, non par froideur, mais par profondeur. La souffrance observée transforme l'homme. Dans ces années d'itinérance, il traverse non seulement des régions, mais des réalités humaines variées. Des villes prospères frappées soudainement par le mal. Des campagnes pauvres où la maladie s'ajoute à la faim. Des familles divisées entre foi ardente et désespoir. Vous sentez combien le monde du XVIe siècle est instable. Les guerres de religion commencent à s'annoncer. Les tensions entre catholiques et réformés grandissent. Les certitudes spirituelles se fissurent. Dans ce contexte troublé, la peste apparaît presque comme un symbole. Une force invisible qui révèle les fragilités d'un ordre social déjà menacé. Michel observe cela aussi. Il comprend que les catastrophes ne sont pas seulement biologiques, elles sont sociales, politiques, spirituelles. La mort agit comme un révélateur. Et peu à peu, vous sentez en lui une évolution. Son regard dépasse le cas individuel. Il s'interroge sur les grandes tendances, sur les mouvements d'ensemble. Il a vu la maladie revenir par cycle. Il a vu les villes prospérer, puis décliner. Il a vu la peur se répandre plus vite encore que le mal. Et dans ces constats répétés, une idée germe doucement. Le monde semble suivre des phases, des montées et des chutes, des périodes de lumière et d'ombre. La médecine lui a appris à observer les symptômes d'un corps. Peut-être peut-on observer les symptômes d'une époque. Le vent se lève sur la route. La poussière danse brièvement dans la lumière du soir. Michel avance encore, porté par son devoir. Mais au fond de lui, l'homme qui soigne commence à devenir l'homme qui interprète. Et vous sentez que ce glissement, presque imperceptible, va bientôt changer le cours de sa vie. Les années passent et vous sentez la fatigue s'installer lentement dans le corps de cet homme toujours en mouvement. Les routes ne sont jamais parfaitement sûres. On traverse des forêts épaisses, des plaines battues par le vent, des villages où l'on ne reste que quelques jours avant de repartir. La vie itinérante façonne Michel de Nostredame. Il dort souvent dans des auberges modestes. Les murs y sont minces. Les conversations des autres voyageurs filtrent à travers les planches. On parle de récoltes incertaines, de tensions religieuses, de nouvelles venues de la cour du roi François Ier. Le monde semble à la fois vaste et fragile. Vous l'imaginez, assis seul à une table, une chandelle presque consumée devant lui. Il écrit. Il prend des notes. Il consigne des observations. Pas seulement médicales. Il note les dates des épidémies, les saisons, les conditions météorologiques. Il remarque que certaines années semblent plus troublées que d'autres, que les crises surgissent parfois à intervalles presque réguliers. L'expérience du médecin devient peu à peu celle d'un observateur du temps long. Car à force de voir la mort, on finit par chercher des causes plus larges. Pourquoi ici ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette intensité soudaine ? La population, elle, oscille entre résignation et panique. Dans certaines villes, on organise des processions pénitentielles. Les fidèles marchent aux pieds nus, chantant des psaumes, implorant la miséricorde divine. Dans d'autres, on cherche des responsables humains. Les étrangers sont parfois accusés. Les rumeurs enflent. Vous ressentez cette atmosphère tendue, presque électrique. Michel se tient à distance des excès. Il soigne, il conseille, il tente d'apaiser. Mais il ne peut empêcher la peur de circuler. Et cette peur collective l'interroge. Il comprend que la maladie n'est pas seulement un phénomène biologique. Elle agit comme une onde. Elle transforme les comportements. Elle révèle les fractures sociales. Elle modifie les croyances. Dans certaines régions, il est accueilli comme un sauveur. Dans d'autres, on le regarde avec suspicion. Les médecins peuvent être accusés d'impuissance, voire de complicité avec des forces obscures, lorsque les traitements échouent. Vous imaginez le poids de cette responsabilité. Chaque décision peut être jugée. Chaque mort peut être reprochée. Pourtant, il continue d'avancer. Au fil des années, sa réputation s'étend. On reconnaît son sérieux, son engagement. Il est appelé dans des villes importantes du sud de la France.
Son nom circule dans les correspondances. Mais à l'intérieur, quelque chose se transforme plus profondément. La confrontation répétée à la mort l'oblige à réfléchir à la condition humaine elle-même, à la brièveté de l'existence, à la fragilité des constructions sociales. Les maisons, les marchés, les institutions, tout peut vaciller en quelques semaines. Vous sentez combien cette conscience aiguë du caractère éphémère des choses marque son esprit. Le soir, lorsqu'il s'éloigne un peu des villes frappées par la maladie, il retrouve le ciel. Toujours le ciel. Les constellations semblent immuables. Les planètes poursuivent leur trajectoire avec une lenteur majestueuse. Là-haut, rien ne semble perturbé par les drames terrestres. Cette opposition entre stabilité céleste et chaos humain nourrit en lui une intuition persistante. Et si l'histoire des hommes obéissait, elle aussi, à des lois? Et si les catastrophes suivaient des cycles comparables à ceux des astres? Il ne s'agit pas encore de prophétie, pas encore d'écriture mystérieuse. Il s'agit d'une lente maturation intérieure. Vous le voyez tracer des cartes du ciel, calculer des positions planétaires à certaines dates marquées par des événements dramatiques. Il cherche des correspondances, non par goût du sensationnel, mais par désir de comprendre. Comprendre ce monde qui lui a pris sa première famille. Comprendre ces vagues de mort qui reviennent sans cesse. Comprendre les soubresauts d'une époque en mutation. Car autour de lui, l'Europe change. Les idées réformées circulent. Les débats religieux s'intensifient. Les autorités surveillent de près les écrits jugés dangereux. La tension entre tradition et nouveauté grandit. Michel perçoit ces frémissements. Il a vu comment une épidémie peut ébranler une ville. Il pressent que d'autres secousses, politiques ou spirituelles, pourraient bientôt secouer le royaume. La figure du médecin itinérant, confronté à la mort, se transforme peu à peu en celle d'un homme attentif aux signes plus vastes. Vous sentez ce glissement subtil. La pratique quotidienne de la médecine a forgé son courage et sa méthode. Mais l'accumulation des drames la conduit vers une interrogation plus ample, celle du destin collectif. La route s'étire encore devant lui, les champs ondulent sous le vent, les villages se succèdent. Michel de Nostredame avance, chargé d'expériences, de deuil, de questions. Et dans le silence des nuits provençales, une autre vocation, plus mystérieuse, commence à murmurer en lui. Il arrive un moment où le bruit du monde s'éloigne. Après les années d'itinérance, après les villes frappées par la peste et les routes poussiéreuses, vous sentez un ralentissement. Non pas un apaisement, mais une forme de retrait. Michel de Nostredame, marqué par la perte de sa première épouse et de ses enfants, entre dans une période plus intérieure. Le deuil, au XVIe siècle, ne se vit pas comme aujourd'hui. Il est encadré par des rites, des prières, des gestes précis. On veille les morts, on récite des psaumes, on invoque la miséricorde divine. Mais derrière ces formes visibles, il y a le silence. Imaginez la maison vidée de ses voix familières. Les objets sont à leur place, mais l'air semble différent, plus lourd, plus immobile. Vous ressentez cette absence. Pour un homme qui a consacré sa vie à soigner, perdre les siens est une épreuve profonde. Ce n'est pas seulement une douleur affective, c'est une remise en question intime. À quoi sert le savoir lorsque la mort entre chez soi? Michel ne s'effondre pas publiquement. Les archives ne racontent pas ses larmes. Elles ne décrivent pas ses nuits sans sommeil. Mais vous pouvez imaginer le poids de cette solitude. Il reprend la route. Certains historiens évoquent une période d'errance, durant laquelle il voyage au-delà de la Provence, peut-être jusqu'en Italie. Les sources sont fragmentaires. Mais ce qui est certain, c'est qu'il disparaît un temps des registres officiels. Vous marchez avec lui sur des chemins moins fréquentés. Les paysages changent. Les collines laissent place à des vallées plus larges. Les villes ont d'autres accents, d'autres pierres, d'autres odeurs. L'errance n'est pas seulement géographique, elle est intérieure. Lorsqu'on a tout perdu, on cherche parfois à se détacher, à se fondre dans le mouvement du monde pour ne pas rester immobile face à la douleur. Vous le voyez traverser une place italienne animée, entendre des dialectes nouveaux, observer des façades ornées de fresques. La Renaissance y est plus visible encore. L'art, la sculpture, l'architecture témoignent d'un élan créatif puissant. Ce contraste est saisissant.
la beauté florissante de certaines cités et la fragilité humaine toujours présente. Michel observe, il lit, il échange peut-être avec d'autres savants, il nourrit sa culture, approfondit ses connaissances. L'Italie de cette époque est un foyer intellectuel majeur. Les idées circulent rapidement. Les débats sur l'astronomie, la médecine, la philosophie y sont intenses. Mais au fond de lui, le silence demeure. Vous sentez que quelque chose s'est déplacé. La mort n'est plus seulement un phénomène extérieur qu'il combat en tant que médecin. Elle est devenue une expérience intime, irréversible. Cette confrontation personnelle à la perte approfondit son regard sur le temps. La vie humaine lui apparaît plus brève encore. Les générations se succèdent, emportées par les maladies, les guerres, les accidents. Pourtant, les étoiles restent. Toujours ce contraste. Il passe des soirées seul, peut-être dans une chambre modeste, une lampe à huile posée près d'un manuscrit. Il relit des textes anciens, il médite. Il note des réflexions qui ne sont pas encore destinées au public. Vous ressentez la lente transformation. Le médecin pragmatique devient aussi un homme tourné vers l'interprétation. Non pour fuir la réalité, mais pour lui donner un cadre plus vaste. Le deuil creuse en lui un espace où peuvent naître des questions nouvelles, un espace où le silence devient fertile. Il n'écrit pas encore les célèbres quatrains, mais il accumule une matière intérieure, des observations, des souvenirs, des intuitions. Le monde extérieur continue de trembler sous les tensions religieuses croissantes. Les débats théologiques se durcissent. Les fractures entre catholiques et réformés s'accentuent. L'Europe entre dans une période instable. Michel perçoit ces frémissements. L'homme qui a vu la peste ravager des villes comprend que les crises peuvent surgir brutalement. Il sait que les sociétés ne sont pas invincibles. Et dans ce silence habité par le deuil, il commence à envisager l'histoire elle-même comme une succession de secousses. Vous sentez la nuit s'installer autour de lui. Le vent souffle doucement contre les volets. La lampe vacille. Il n'est plus seulement celui qui soigne les corps. Il devient lentement celui qui contemple le destin des hommes dans son ensemble. Et ce glissement, presque imperceptible, prépare déjà les écrits qui feront sa renommée. Le silence ne s'installe pas en un jour. Il vient lentement, comme une brume du matin qui recouvre peu à peu les paysages. Après les années de lutte contre la peste, après la perte de sa première famille, Michel de Nostredame porte en lui une gravité nouvelle. Vous le sentez dans sa manière de marcher, plus posé, moins pressé. Il ne fuit pas le monde, mais il ne s'y précipite plus non plus. L'errance se poursuit quelque temps. Les routes deviennent des compagnes familières. Les auberges se ressemblent, avec leurs tables épaisses marquées par les couteaux, leurs foyers rougeoyants, leurs odeurs mêlées de soupe et de laine humide. Dans ces lieux de passage, les récits circulent. On parle de tensions religieuses de plus en plus vives. Les idées de la Réforme, portées notamment par Martin Luther quelques décennies plus tôt, ont traversé les frontières. En France, les premiers affrontements idéologiques se durcissent. La foi n'est plus un terrain stable. Elle devient un champ de débat, parfois de violence. Michel écoute. Il ne s'exprime pas bruyamment, mais il enregistre. Il perçoit que le monde n'est pas seulement frappé par des maladies du corps. Il est aussi traversé par des fractures invisibles, prêtes à s'élargir. Cette période d'errance et de retrait semble être un moment de maturation. Vous l'imaginez relisant les auteurs antiques, s'attardant sur les écrits astrologiques de Ptolémée, sur les textes médicaux d'Hippocrate. Il approfondit sa compréhension des correspondances entre le ciel et la terre. Dans une petite chambre, éclairée par une lampe à huile, il trace des cercles, calcule des positions planétaires passées. Il observe que certains événements marquants coïncident avec des configurations célestes particulières. Cela ne constitue pas une preuve absolue, mais cela nourrit son intuition. Vous sentez cette lente construction intérieure. Le deuil l'a détaché d'une part de ses attaches terrestres. L'errance lui a offert une distance. Le silence lui a permis d'écouter des pensées plus profondes. Il revient finalement en Provence. Le paysage familier l'accueille là de nouveau. Les oliviers noueux, les champs balayés par le Mistral, la lumière éclatante sur les pierres claires. Mais il n'est plus le même homme que celui qui était parti. Il se remarie plus tard avec Anne Ponsarde et s'installe à Salon de Provence.
Une nouvelle maison, une nouvelle famille, une stabilité retrouvée en apparence. Vous entrez dans cette maison. L'atmosphère est plus sereine. Des enfants naîtront de cette union. La vie reprend, avec ses rythmes simples. Les repas partagés, les conversations à voix basse le soir, les bruits familiers d'une maison habitée. Pourtant, au fond de lui, la conscience du caractère éphémère des choses demeure. Il a vu trop de villes décimées pour croire à une stabilité éternelle. Il a trop souffert pour ignorer la fragilité des bonheurs humains. Alors, parallèlement à son activité médicale, une autre pratique s'intensifie, l'étude des astres. Il ne s'agit pas encore d'une proclamation publique, c'est un travail discret. Il calcule, observe, compare. Il rédige des almanachs, ces publications annuelles très populaires, mais à l'époque, qui mêlent calendrier, conseils agricoles, indications astrologiques et prédictions générales. Ces almanachs rencontrent un certain succès. Le public du XVIe siècle est avide de repères. Dans un monde instable, connaître les influences célestes rassure. Savoir qu'un ordre supérieur régit les événements offre une forme de consolation. Vous sentez combien cette activité répond à un besoin collectif. Mais pour Michel, c'est aussi une manière d'articuler son expérience personnelle. Il a vu la maladie revenir par vagues. Il a observé les tensions religieuses monter progressivement. Il a perçu que les sociétés, comme les corps, connaissent dans les déséquilibres. L'astrologie devient pour lui un langage, un cadre pour penser ses cycles, une tentative de lecture du temps. Le silence du deuil s'est transformé en réflexion. L'errance s'est muée en observation élargie. La douleur intime a ouvert un espace pour interroger le destin collectif. Vous le voyez, tard le soir, penché sur une table. La maison dort. Le vent frappe doucement les volets. Il écrit à la lueur d'une chandelle. Les phrases sont parfois obscures, volontairement voilées. Non par goût du mystère gratuit, mais peut-être par prudence. Dans un siècle traversé par les tensions religieuses et la surveillance des autorités, il n'est pas sans risque d'annoncer des troubles à venir. Peu à peu, une œuvre prend forme. Elle ne sera pas seulement médicale, elle ne sera pas seulement astrologique, elle deviendra prophétique aux yeux de beaucoup. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans cette chambre silencieuse, au cœur de la Provence, où un homme marqué par la perte tente de donner un sens aux secousses du monde. Et dans le calme fragile de cette nuit, les premières lignes d'une destinée singulière commencent à s'inscrire. La nuit est tombée sur Salon de Provence, et vous sentez le calme envelopper doucement la maison. Les bruits du jour se sont dissipés. Les pas dans les ruelles se font rares. Seul le vent, parfois, glisse entre les pierres et fait vibrer les volettes de bois. Dans ce silence, Michel de Nostredame lève les yeux vers le ciel. Depuis l'enfance, les étoiles l'accompagnent, mais désormais, son regard a changé. Il ne contemple plus seulement leur beauté, il cherche à comprendre leur langage. Au XVIe siècle, l'astrologie occupe une place reconnue dans le monde savant. Elle n'est pas reléguée aux marges. Les universités l'enseignent encore. Les princes consultent des astrologues. Les médecins eux-mêmes tiennent compte des configurations célestes. Vous imaginez le ciel nocturne tel qu'il était alors, profond, dense, d'une netteté presque irréelle. La Voie lactée traverse l'obscurité comme un voile lumineux. Les planètes brillent d'un éclat plus stable que les étoiles. Michel observe les mouvements lents de Saturne, la course plus rapide de Mars, les cycles réguliers de la Lune. Il calcule, il trace des cartes, il compare les positions planétaires à des événements passés. Sa table est couverte de parchemins. Des cercles concentriques y figurent le zodiaque. Des symboles anciens marquent les planètes. L'encre sèche lentement sous la lumière tremblante d'une chandelle. Vous sentez l'attention presque méditative avec laquelle il travaille. Pour lui, le ciel n'est pas une mécanique froide. Il est un miroir, un reflet de l'ordre cosmique dont l'humanité fait partie. L'idée dominante de l'époque est celle d'une correspondance entre le macrocosme, l'univers, et le microcosme, l'homme. Les saisons influencent les humeurs du corps. Les éclipses annoncent des bouleversements. Les grandes conjonctions planétaires sont perçues comme des signes de changement majeurs. Michel ne prétend pas défier Dieu. Il cherche au contraire à lire avec humilité
les indices que la création semble offrir. Vous le voyez tracer une date, puis noter en marge un événement survenu la même année, une épidémie, une guerre, une famine. Il cherche des régularités, des rythmes. Cette quête n'est pas purement théorique, elle naît de son expérience. Il a vu la peste revenir par vagues. Il a observé les tensions religieuses s'intensifier progressivement. Il a perçu que le monde ne change pas au hasard absolu, mais selon des dynamiques profondes. Alors, il tente de cartographier le temps. Les almanachs qu'il publie rencontrent un succès grandissant. Chaque année, il y propose des indications astrologiques, des conseils, des prédictions générales. Le public est avide de repères dans un siècle incertain. Vous imaginez des familles réunies autour d'un exemplaire, lisant à voix haute les prévisions pour l'année à venir. On cherche à savoir si les récoltes seront bonnes, si des conflits sont à craindre, si les étoiles annoncent que des troubles. Le nom de Nostradame commence à circuler au-delà de la Provence. Mais avec la notoriété vient aussi la prudence, car prédire l'avenir peut être dangereux. L'Église surveille les écrits jugés superstitieux ou hérétiques. Les autorités civiles redoutent les annonces de catastrophes qui pourraient semer la panique. Michel en est conscient. C'est peut-être pour cela que son style se fait plus voilé, plus symbolique. Il comprend qu'une parole trop directe pourrait attirer des accusations. Alors, il choisit l'allusion, la métaphore, l'image. Vous sentez cette tension entre le désir de dire et la nécessité de dissimuler. La nuit avance. Les étoiles poursuivent leur lente rotation. Le monde dort, mais lui veille. Il ne s'agit pas seulement de prédire des événements ponctuels. Il s'agit de comprendre le mouvement général des siècles. Les grandes conjonctions de Jupiter et de Saturne, par exemple, sont perçues comme annonçant des changements politiques majeurs. Michel s'intéresse à ces cycles longs, à ces périodes qui dépassent la vie d'un homme. Car après avoir vu la fragilité individuelle, il se tourne vers la durée collective. Vous ressentez cette bascule. Le médecin des corps devient peu à peu le lecteur du temps. Dans le silence de cette nuit provençale, entre les pages couvertes de symboles et le ciel constellé d'étoiles, une œuvre plus ambitieuse commence à prendre forme. Et vous sentez que bientôt, ces réflexions dispersées vont se cristalliser en un projet plus vaste, plus mystérieux encore. La nuit s'approfondit encore, et le silence devient presque palpable. Vous entendez le léger crépitement de la mèche dans la lampe à huile, le froissement discret d'un parchemin que l'on déplace, le souffle du vent contre la pierre. Michel de Nostradame ne se contente plus d'observer les astres par curiosité savante. Il s'immerge dans leur étude avec une intensité nouvelle, presque intérieure. Vous le voyez consulter des tables astronomiques, calculer les éphémérides, ces relevés précis des positions planétaires jour après jour. Les chiffres s'alignent, rigoureux, exigeants. L'astrologie de son temps n'est pas seulement intuitive. Elle repose sur des calculs complexes, hérités des traditions grecques, arabes et médiévales. Chaque planète possède une signification. Mars évoque la guerre et les conflits. Saturne symbolise l'épreuve, la restriction, parfois la mort. Jupiter représente l'expansion, l'autorité, la religion. Ces correspondances ne sont pas prises à la légère. Elles s'inscrivent dans un système cohérent qui tente de relier le ciel et la terre. Vous sentez combien Michel s'efforce de rester méthodique. Il compare les conjonctions passées avec les événements historiques connus. Il relie les chroniques. Il note les années de famine, de soulèvement, de changements dynastiques. Peu à peu, une idée s'impose à lui. L'histoire humaine semble évoluer par grandes phases. Des périodes de stabilité relative, puis des secousses brutales, puis de nouvelles formes d'équilibre. Ces cycles lui rappellent ceux qu'il a observés dans les épidémies. La maladie surgit, frappe intensément, recule, puis revient ailleurs. Le monde n'est pas figé, il respire. Dans cette respiration, les astres apparaissent comme des indicateurs, peut-être des déclencheurs symboliques. Vous imaginez Michel levant les yeux vers une conjonction rare de planètes. Il ne voit pas seulement une beauté céleste, il y perçoit une annonce possible. Non pas une fatalité absolue, mais une tendance, une orientation. Son esprit relie désormais 3 dimensions. L'expérience médicale, la mémoire historique, l'observation astronomique. C'est dans cette synthèse que naît quelque chose de nouveau. Les almanachs qu'il publie deviennent plus audacieux.
Il y évoque des troubles à venir, des famines, des guerres possibles. Le ton reste général, mais la précision symbolique intrigue. Le public s'y attache. Dans les marchés, on s'échange ses prédictions, on commente ses phrases. Certains y trouvent des confirmations après coup, lorsqu'un événement survient. D'autres restent sceptiques, mais son nom gagne en notoriété. Vous ressentez aussi la prudence qu'il doit maintenir. Le XVIe siècle n'est pas indulgent envers ceux qui prétendent connaître l'avenir. L'Inquisition veille. Les accusations de magie ou de superstition peuvent ruiner une réputation, voire coûter la liberté. Alors Michel adopte un style volontairement obscur. Il mêle le français, le latin, parfois des mots d'occitan ou des termes anciens. Il utilise des images, des métaphores, des allusions historiques. Ce voile linguistique protège. Il permet plusieurs lectures. Il laisse place à l'interprétation. Il évite l'accusation directe. Vous sentez combien cette écriture devient un art en soi. Non pas une simple prédiction brute, mais une architecture de symboles. La nuit avance encore. Les enfants dorment dans la maison. Le foyer s'est éteint. La Provence respire dans l'obscurité. Michel trace une nouvelle page. Il ne pense plus seulement à l'année à venir. Il envisage des siècles entiers. Il tente d'inscrire l'humanité dans une trame plus vaste. Cette ambition dépasse la médecine. Elle dépasse même l'astrologie traditionnelle. Elle touche à la prophétie. Non pas une prophétie tonitruante, proclamée sur une place publique, mais une prophétie écrite dans le secret, à la lueur d'une lampe, dans le calme d'une maison provençale. Vous ressentez le moment charnière. Le médecin des pestes, l'observateur des cycles naturels, l'érudit nourri d'humanisme, devient peu à peu l'auteur d'une œuvre qui prétend embrasser l'avenir. Les étoiles brillent au-dessus de Salon de Provence. Leur lumière met des années à parvenir jusqu'à la Terre. De la même manière, les mots qu'ils couchent sur le papier mettront du temps à produire leurs effets. Mais déjà, dans cette nuit silencieuse, le destin de Nostradamus s'inscrit dans l'encre sombre. Et vous sentez que l'étape suivante sera décisive. Celle où ces écrits quitteront le cercle intime pour entrer dans l'histoire. Le temps est venu où les notes éparses, les calculs accumulés, les observations consignées avec patience vont prendre une forme plus vaste. Vous êtes dans la maison de Salon de Provence. La nuit est calme. La ville dort sous un ciel clair. À l'intérieur, une lampe éclaire faiblement une table couverte de manuscrits. Michel de Nostredame est assis, le dos légèrement voûté, le regard concentré. Il ne rédige plus seulement des almanachs annuels. Il entreprend quelque chose de plus ambitieux. Vous sentez le poids de cette décision. Écrire sur l'avenir proche est une chose. Tenter de tracer des visions qui s'étendent sur des décennies, voire des siècles, en est une autre. Il choisit une forme particulière, des quatrains, 4 vers. Court, dense, souvent obscur. Chaque quatrain est comme une énigme fermée sur elle-même. Une image condensée, une scène suggérée plutôt que décrite. Pourquoi cette forme ? Peut-être parce qu'elle permet la concentration symbolique. Peut-être aussi parce qu'elle protège. Une phrase trop claire pourrait être dangereuse. Une image voilée laisse place à l'interprétation. Vous observez sa plume glisser lentement. Les mots ne viennent pas dans la précipitation. Ils sont pesés, choisis, parfois raturés. Ils puisent dans l'histoire antique, dans la Bible, dans les chroniques médiévales. Les figures du passé deviennent des miroirs du futur. Les empires s'élèvent et tombent. Les rois triomphent puis disparaissent. Le XVIe siècle est déjà instable. Les tensions religieuses s'intensifient en France. Les conflits entre catholiques et protestants se dessinent plus nettement. Les rivalités politiques agitent les cours européennes. Les alliances se font et se défont. Michel perçoit ces fissures. Il ne décrit pas directement les acteurs de son temps. Il parle d'un grand roi, d'une cité nouvelle, d'un feu venu du ciel. Les images sont fortes, mais jamais complètement explicites. Vous ressentez l'atmosphère de concentration presque mystique. Certains récits postérieurs évoqueront des séances nocturnes où il contemplerait l'eau dans un bassin de bronze pour y percevoir des visions. La réalité historique de ces pratiques est discutée, mais il est certain que la mise en scène du prophète naîtra en partie de ces images. Ce qui est sûr, c'est qu'il écrit la nuit. La nuit favorise le silence. Elle suspend les bruits du monde.
Elle permet à l'imagination et à la réflexion de s'étendre plus librement. Vous imaginez le contraste entre le calme de la pièce et l'ampleur des scènes évoquées dans ces quatrains. Bataille, catastrophe, changement de pouvoir, famine, bouleversement religieux. Son œuvre prend un titre, les prophéties. Il les organise en centuries, des groupes de 100 quatrains, même si tous ne seront pas immédiatement complets. Cette structure donne à l'ensemble une impression d'ordre et de progression. Vous sentez la portée de ce geste. Ce n'est plus une simple activité parallèle à la médecine. C'est une œuvre destinée à durer. Dans sa préface, adressée à son fils César, il adopte un ton grave. Il évoque les siècles à venir. Il parle de troubles, de guerres, de transformations profondes. Il insiste sur le caractère voilé de ses écrits, affirmant qu'ils sont volontairement obscurs afin d'éviter les persécutions. Vous ressentez cette prudence. Le monde du XVIe siècle n'est pas tolérant envers les discours jugés subversifs. Les autorités religieuses surveillent. Les accusations d'hérésie peuvent être redoutables. En choisissant l'énigme, il choisit aussi la protection. Mais il choisit également la postérité. Car un texte obscur a une particularité. Il peut traverser le temps. Il peut être relu, réinterprété, adapté à des contextes nouveaux. Michel ne sait pas exactement comment ses écrits seront compris. Il ne peut imaginer les guerres mondiales, les révolutions industrielles, les catastrophes du futur lointain. Pourtant, il inscrit ses quatrains dans une durée qui dépasse son siècle. Vous sentez ce mélange d'audace et d'humilité. Audace, parce qu'il ose écrire sur l'avenir. Humilité, parce qu'il reconnaît la part d'ombre et d'incertitude. La plume s'arrête un instant. Il lève les yeux vers la fenêtre. Les étoiles sont toujours là. Peut-être se demande-t-il si ce qu'il écrit survivra à sa propre existence. Peut-être pressent-il que son nom sera lié à ses pages. La maison est silencieuse. La Provence dort. Et sur la table de bois, à la lueur fragile d'une lampe, naît une œuvre qui traversera les siècles, enveloppée de mystères. Les feuillets s'accumulent, peu à peu. Vous voyez la pile grandir sur la table de bois. Les pages sont couvertes d'une écriture serrée, parfois difficile à déchiffrer. Les mots semblent choisis avec une extrême précaution. Rien n'est laissé au hasard, et pourtant tout paraît enveloppé d'un voile. Michel de Nostredame sait que ce qu'il rédige dépasse la simple curiosité astrologique. Les almanachs lui ont déjà apporté une certaine notoriété, mais les prophéties, telles qu'il les conçoit désormais, constituent une entreprise d'une autre ampleur. Elles prétendent embrasser l'histoire à venir, comme si le temps pouvait être contemplé depuis un promontoire invisible. Vous ressentez le vertige d'une telle ambition. Comment un homme du XVIe siècle pourrait-il évoquer les siècles futurs? Sur quoi s'appuie-t-il réellement? Il s'appuie d'abord sur l'histoire passée. Michel est nourri de chroniques antiques et médiévales. Il connaît les cycles de l'Empire romain, les invasions, les guerres dynastiques. Il sait que les empires naissent, prospèrent, puis déclinent. Que les périodes de paix sont souvent suivies de conflits. En observant ces répétitions, il entrevoit des motifs. L'histoire, à ses yeux, ne progresse pas en ligne droite. Elle oscille. Les quatrains qu'il écrit reflètent cette vision. Il parle de grands troubles, de sang versé, de royaumes divisés. Ils évoquent des figures puissantes, parfois tyranniques, parfois tragiques, mais jamais ils ne nomment clairement. Vous sentez que cette obscurité est volontaire. Elle permet à l'écriture d'échapper aux accusations directes. Elle laisse aussi au lecteur une place active, celle d'interpréter. Car un texte prophétique ne vit que par ceux qui le lisent. À Salon de Provence, l'œuvre commence à circuler. Des exemplaires imprimés apparaissent. L'imprimerie, encore relativement récente, donne à ses écrits une diffusion plus large que celle des manuscrits traditionnels. Vous imaginez les premières réactions. Certains sont fascinés, d'autres perplexes, quelques-uns moqueurs. Mais le nom de Nostredame s'étend. Dans les marchés, on parle de cet homme qui aurait vu des choses à venir. On commente tel ou tel quatrain à la lumière d'un événement récent. Lorsqu'un conflit éclate, on relit ses vers. Lorsqu'une catastrophe survient, on cherche une correspondance. Vous ressentez cette mécanique subtile.
le texte devient un miroir. Il reflète les inquiétudes de chaque époque. Michel, lui, poursuit son travail. Il ne se contente pas d'une seule publication. Il complète, ajuste, ajoute de nouvelles centuries. L'ensemble prend une forme presque architecturale. Dans la préface adressée à son fils, il adopte un ton solennel. Il parle de siècles obscurs, de grands changements. Il affirme que ses écrits sont le fruit d'une longue méditation, d'une étude des astres et de l'histoire. Vous sentez que, pour lui, il ne s'agit pas d'un jeu. Il croit réellement à l'existence de cycles vastes, à l'idée que le ciel offre des indications, sinon des certitudes. Il ne prétend pas être un prophète au sens biblique du terme, mais un lecteur attentif des signes. Pourtant, aux yeux du public, la frontière est mince. Le médecin devient peu à peu le voyant. Cette transformation modifie sa place dans la société. Il n'est plus seulement celui que l'on appelle en cas d'épidémie. Il devient une figure consultée pour des questions plus larges, politiques, personnelles, existentielles. Vous sentez la tension croissante, car avec la renommée vient le risque. Les guerres de religion commencent à embraser la France. Les massacres se profilent. Les suspicions s'exacerbent. Dans un tel climat, un homme qui parle d'avenir peut être perçu comme dangereux. Michel avance avec prudence. Il ne proclame pas de date précise pour des catastrophes immédiates. Il enveloppe ses visions dans des images intemporelles. Cette stratégie lui permet de traverser les premières tempêtes. La nuit avance encore. Vous le voyez refermer un manuscrit. Il souffle doucement sur l'encre pour la sécher. Il lève les yeux vers le ciel provençal, fidèle compagnon de ses réflexions. Les étoiles brillent comme elles brillaient lorsqu'il était enfant. Mais désormais, ces mots ont pris leur envol. Ils quitteront la Provence, ils traverseront les frontières, ils franchiront les siècles. Et vous sentez que l'homme discret, penché sur sa table de bois, est en train de devenir une légende vivante. Le vent a changé. Ce ne sont plus seulement les habitants des villages ou les lecteurs d'almanachs qui prononcent le nom de Michel de Nostredame. Désormais, son écho parvient jusqu'aux oreilles des puissants. Vous quittez un instant la tranquillité relative de Salon de Provence pour vous rapprocher des centres du pouvoir. Les routes mènent vers des villes plus vastes, plus animées, où les intrigues politiques se tissent derrière les tentures épaisses des palais. La France du milieu du XVIe siècle est agitée. Le règne d'Henri II est marqué par des tensions religieuses croissantes. Les conflits entre catholiques et protestants se durcissent. Les alliances européennes sont fragiles. Dans un tel climat, l'avenir inquiète. Et lorsque l'avenir inquiète, on cherche des signes. Les prophéties de Nostredame ont commencé à circuler au-delà de la Provence. Des exemplaires atteignent Paris. Certains lecteurs influents s'y intéressent. Le nom de l'auteur suscite curiosité, fascination, parfois scepticisme. Vous imaginez l'atmosphère d'une cour royale. Les couloirs sont vastes. Les tapisseries représentent des scènes de chasse ou des batailles antiques. Les chandeliers projettent des ombres mouvantes sur les murs. Les courtisans murmurent. Chaque geste est observé. Chaque parole peut avoir des conséquences. C'est dans ce contexte que Catherine de Médicis, épouse du roi Henri II, s'intéresse à Nostradamus. Femme cultivée, issue d'une grande famille florentine, elle connaît l'importance que l'astrologie peut revêtir dans les cercles du pouvoir. À cette époque, consulter un astrologue n'a rien d'extraordinaire. Cela fait partie des pratiques admises, surtout dans les milieux princiers. Vous ressentez l'importance de cette invitation. Michel de Nostredame est convié à la cour. Le médecin provençal, l'auteur de quatrains énigmatiques, se retrouve face aux figures les plus puissantes du royaume. Vous l'imaginez entrant dans une grande salle, saluant avec respect. Il n'est ni un noble, ni un courtisan habitué aux intrigues. Il vient d'un monde plus discret, plus studieux. Pourtant, son assurance est calme. Il ne cherche pas à impressionner par des effets spectaculaires. On lui demande peut-être d'établir des thèmes astraux, de commenter le destin des enfants royaux, d'évoquer l'avenir du royaume. La légende dira qu'il aurait prédit la mort tragique d'Henri, lors d'un tournoi, à travers un quatrain évoquant un jeune lion, blessant un vieux dans un combat singulier. Cette interprétation sera faite après la mort du roi en 1559, frappé à l'œil par la lance de Gabriel de Montgomery.
Mais vous devez sentir ici la nuance. Les quatrains sont obscurs. Ils ne mentionnent pas de nom précis. Ce sont les événements ultérieurs qui donneront l'impression d'une précision troublante. À la cour, Michel avance avec prudence. Il ne proclame pas des certitudes fracassantes. Il parle en termes généraux, en images, en tendances. Ce qui frappe peut-être ses interlocuteurs, c'est moins une prédiction précise qu'une impression de profondeur. Une capacité à replacer les destinées individuelles dans un cadre plus vaste. Vous sentez la tension, car fréquenter la cour, c'est entrer dans un monde dangereux. Les rivalités sont vives, les alliances fragiles. Être associé à des annonces sombres peut susciter jalousie ou suspicion. Pourtant, la reconnaissance officielle lui apporte aussi une forme de protection. Être consulté par la reine, recevoir des marques d'estime, confère une légitimité. Michel ne devient pas un courtisan permanent. Il ne s'installe pas durablement à Paris. Il reste attaché à Salon de Provence. Mais cette reconnaissance élargit considérablement sa réputation. Vous ressentez le contraste entre la petite ville provençale et l'éclat des palais royaux. D'un côté, la maison silencieuse, les nuits passées à écrire. De l'autre, les salles brillantes, les regards scrutateurs, les décisions politiques lourdes de conséquences. Nostradame navigue désormais entre ces deux mondes. Il reste médecin, il continue de rédiger. Mais il est aussi devenu une figure dont les paroles peuvent influencer, rassurer ou inquiéter les plus hauts personnages du royaume. Et vous sentez que cette proximité avec le pouvoir va renforcer encore le mythe. Car lorsqu'un prophète est écouté par les rois, sa légende prend une autre dimension. Vous êtes encore dans l'atmosphère feutrée de la cour. Les tapisseries étouffent les sons. Les chandelles diffusent une lumière dorée qui adoucit les visages, mais accentue les ombres. Chaque geste semble calculé, chaque regard porteur d'une intention cachée. Michel de Nostradame, habitué au silence studieux de sa maison provençale, se trouve ici dans un monde où la parole peut devenir une arme. La présence de Catherine de Médicis donne à ses consultations un poids particulier. Reine influente, attentive aux signes du temps, elle souhaite comprendre les forces invisibles qui pourraient façonner le destin de ses enfants et du royaume. Vous imaginez Nostradamus devant elle, parlant avec mesure. Il ne déclame pas des prophéties tonitruantes. Il évoque des périodes favorables, des moments de prudence. Il trace des thèmes astraux, observe les conjonctions planétaires au moment des naissances princières. Dans cet échange, il ne se présente pas comme un visionnaire inspiré par des éclairs mystiques, mais comme un lecteur attentif des cycles célestes. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, la frontière entre astrologue et prophète est mince. Lorsque Henri II meurt tragiquement en 1559, lors d'un tournoi, frappé par un éclat de lance dans l'œil, certains relisent un quatrain de Nostradamus qui évoque un duel entre deux lions et une blessure à l'œil dans une cage d'or. Vous sentez comment la légende se construit. Le texte existait avant l'événement. L'événement survient. On relit les deux. Et soudain, l'impression de prédiction devient puissante. À la cour, cette correspondance renforce la réputation de Nostradamus. On parle de lui comme d'un homme dont les écrits semblent mystérieusement éclairer les drames du présent. Mais cette reconnaissance n'est pas sans danger. Les guerres de religion éclatent bientôt avec violence. Les massacres, les complots, les alliances changeantes plongent la France dans une instabilité profonde. Dans un tel climat, toute parole sur l'avenir peut être scrutée, interprétée, manipulée. Vous ressentez la fragilité de sa position. Être proche du pouvoir offre une protection, mais expose aussi aux jalousies. Certains savants le critiquent, le jugent obscur, voire opportuniste. D'autres l'accusent de cultiver le mystère pour masquer l'imprécision. Michel, lui, retourne régulièrement à Salon de Provence. Il ne cherche pas à s'enraciner dans les intrigues parisiennes. Il préfère la stabilité relative de sa maison, la lumière du sud, le silence des nuits provençales. Ce va-et-vient entre la cour et la province façonne son image. D'un côté, l'homme consulté par les puissants. De l'autre, le médecin retiré, travaillant à la lueur d'une lampe. Vous sentez combien cette dualité nourrit le mythe, car un prophète discret, reconnu par la reine mais vivant loin des fastes permanents, semble plus mystérieux encore. Dans sa maison, il poursuit la rédaction et la révision de ses prophéties. Les centuries se complètent.
Les quatrains se multiplient, l'œuvre gagne en ampleur. Il ne prétend pas annoncer une fin du monde immédiate. Il parle de troubles récurrents, de bouleversements, de figures puissantes qui surgiront et tomberont. Son style reste volontairement obscur. Cette obscurité est sa force. Elle permet à chaque génération d'y projeter ses propres inquiétudes. Vous imaginez déjà l'avenir. Les siècles passeront. Les guerres napoléoniennes, les révolutions, les conflits mondiaux. À chaque époque, certains lecteurs ouvriront ces quatrains et y chercheront des correspondances. Mais, pour l'instant, vous êtes encore au XVIe siècle. Nostradamus n'est pas une légende figée. Il est un homme vivant, vieillissant peu à peu, observant son époque troublée. À la cour des puissants, il a mesuré combien le pouvoir est fragile, combien les trônes peuvent vaciller, combien les alliances se brisent. Cette proximité avec les sommets de l'État confirme peut-être ce qu'il pressentait déjà. L'histoire humaine est une succession de montées et de chutes. Les étoiles continuent de briller au-dessus des palais comme au-dessus des chaumières. Et vous sentez que la fin de sa vie approche lentement, tandis que sa renommée, elle, ne cesse de grandir. Les années avancent, et vous sentez le temps déposer doucement sa marque sur le visage de Michel de Nostredame. Ses cheveux grisonnent, ses traits se creusent légèrement, mais son regard demeure vif, attentif, presque scrutateur. Sa renommée, elle, a désormais franchi les frontières de la Provence. Dans les villes, dans les cercles érudits, dans certaines cours étrangères, on connaît le nom de Nostradamus. Ses prophéties circulent, ses almanachs continuent que d'être lus, son image se transforme peu à peu. Vous ressentez ce moment particulier où un homme vivant commence déjà à devenir un personnage. On raconte des anecdotes, on embellit certains faits, on attribue à ces quatrains des précisions qu'ils ne contiennent pas toujours explicitement. Le public aime les récits frappants. Il aime croire qu'un homme a su voir ce que les autres ignoraient. Mais avec la gloire viennent les soupçons. Le XVIe siècle est traversé par les guerres de religion. Les massacres, les représailles, les tensions entre catholiques et protestants plongent le royaume dans une atmosphère lourde. Dans ce contexte, toute parole ambiguë peut être interprétée comme une prise de position. Certains critiques accusent Nostradamus d'obscurité volontaire. D'autres le soupçonnent d'opportunisme. Écrire des vers suffisamment flous pour pouvoir être adaptés à n'importe quel événement. Vous sentez la fragilité de sa position. Il n'est ni un théologien officiel, ni un prophète reconnu par l'Église. Il n'est pas non plus un simple écrivain sans influence. Il occupe une zone intermédiaire, délicate. À Salon de Provence, sa maison devient un lieu de curiosité. On vient parfois de loin pour le rencontrer. Des visiteurs souhaitent l'interroger, obtenir un conseil, un éclairage sur leur avenir. Vous imaginez ces rencontres. Un homme inquiet pour ses affaires. Une mère préoccupée par le destin de son enfant. Un noble cherchant des indications politiques. Michel écoute. Il répond avec mesure. Il ne proclame pas des sentences irrévocables. Il parle de tendance, de prudence, de cycle. Sa réputation repose autant sur ce qu'il dit que sur ce qu'on imagine qu'il sait. Vous ressentez combien la frontière entre réalité et légende s'amincit. Chaque événement marquant est relu à travers ces quatrains. Une bataille survient, on cherche un vers correspondant, un souverain meurt, on fouille les centuries. Peu à peu, ces écrits deviennent un miroir dans lequel chacun projette ses craintes et ses espoirs. Mais derrière cette aura, l'homme demeure confronté à des réalités très concrètes. Il souffre de problèmes de santé, notamment de la goutte, qui le fait boiter et limite ses déplacements. Les douleurs s'installent, régulières, parfois intenses. Le corps qui a tant soigné les autres rappelle sa propre vulnérabilité. Vous sentez cette ironie douce et grave. Le médecin vieillissant expérimente à son tour la fragilité physique. Il connaît les remèdes, les décoctions, les cataplasmes. Il sait les limites de la médecine de son temps. Il continue pourtant d'écrire. Les éditions de ses prophéties se succèdent. Certaines sont augmentées, d'autres réimprimées. L'œuvre prend une existence autonome. Michel observe cette diffusion avec une certaine distance. Il sait que les interprétations lui échappent déjà en partie. Car une fois publiés, les mots ne lui appartiennent plus totalement. Ils circulent,
Il se transforme, il s'ancre dans l'imaginaire collectif. Vous sentez le paradoxe. Plus son œuvre devient célèbre, plus elle se détache de son auteur réel. Le Nostradamus de chair et d'os, penché sur sa table, devient peu à peu une figure mythique. Et dans cette transition, se dessine déjà ce qui fera sa postérité. Non pas seulement des vers écrits au XVIe siècle, mais un mystère durable, capable de traverser les époques. La lumière du soir tombe doucement sur Salon de Provence. Les ombres s'allongent dans les ruelles. Nostradamus, médecin, astrologue, écrivain, est encore vivant. Mais la légende, elle, a déjà commencé à marcher seule. Le crépuscule descend lentement sur Salon de Provence. La lumière dorée du soir s'attarde sur les pierres chaudes, puis glisse peu à peu vers l'ombre. Dans la maison de Nostradamus, l'air est plus lourd qu'autrefois. Les années ont passé. Le corps fatigue. Vous entendez sa respiration plus lente, parfois entravée par la douleur. La goutte le fait souffrir. Ses articulations se raidissent. Marcher devient plus difficile. Monter un escalier demande un effort qu'il ne connaissait pas autrefois. Le médecin expérimenté connaît le nom de ces maux. Il en comprend les mécanismes selon les théories de son temps. Il sait que l'âge modifie l'équilibre des humeurs. Il applique à lui-même les soins qu'il prescrivait aux autres. Mais cette connaissance ne supprime pas la douleur. Vous ressentez ce contraste. L'homme qui a observé tant de vies s'éteindre approche lui-même de la fin. Le temps, qu'il a tenté de décrypter à l'échelle des siècles, se resserre autour de lui. Sa renommée, elle, ne faiblit pas. Des visiteurs continuent d'affluer. On frappe à sa porte avec respect. On demande audience. On souhaite l'entendre, ne serait-ce que quelques instants. Sa maison est devenue un lieu presque symbolique. Certains viennent avec admiration, d'autres avec scepticisme, quelques-uns avec l'espoir secret d'obtenir une révélation personnelle. Vous imaginez ces entretiens. Il écoute davantage qu'il ne parle. Son regard, plus profond encore avec l'âge, semble peser les mots avant de les laisser sortir. Il ne promet pas l'impossible. Il ne s'enivre pas de sa propre réputation. Pourtant, autour de lui, la légende continue de grandir. Chaque événement marquant du royaume est désormais confronté à ses quatrains. Lorsque les guerres de religion s'intensifient, que les massacres éclatent, certains relisent ces vers à la recherche d'un avertissement annoncé. Vous ressentez combien son œuvre devient un prisme à travers lequel on interprète la réalité. Mais ce processus lui échappe largement. Les éditions de ses prophéties se multiplient, parfois sans son contrôle direct. Des erreurs de copie apparaissent, des variantes circulent, les imprimeurs ajustent, corrigent, recomposent. Le texte se transforme subtilement. Et déjà, au-delà de sa vie, s'amorce une pluralité d'interprétations. Certains savants critiquent par son style obscur. Ils dénoncent une écriture volontairement vague, permettant toutes les récupérations. D'autres, au contraire, défendent la profondeur symbolique de ces vers. Vous sentez que le débat dépasse l'homme lui-même. Il touche à une question plus vaste. Peut-on réellement connaître l'avenir ? Les cycles du temps sont-ils lisibles ou projetons-nous nos peurs sur des mots ambigus ? Nostradamus, lui, semble accepter cette ambiguïté. Il n'a jamais prétendu offrir une certitude absolue. Il parle d'événements futurs, entrevus à travers les astres et l'histoire. Il reconnaît l'obscurité volontaire de son style, destiné à éviter les persécutions. Avec l'âge, peut-être perçoit-il plus clairement encore les limites humaines. Vous l'imaginez une nuit d'été, assis près d'une fenêtre ouverte. L'air est tiède, les étoiles scintillent comme elles l'ont toujours fait. Il sait que sa vie touche à son terme. La tradition rapporte qu'il aurait prédit sa propre mort imminente, annonçant à son secrétaire qu'on ne le trouverait plus vivant le lendemain matin. Les récits varient, embellis par la mémoire et la légende. Mais ce qui est certain, c'est qu'en juillet 1566, Michel de Nostredame meurt à Salon de Provence. Vous imaginez la maison silencieuse au matin, les pas feutrés, la nouvelle qui se répand dans la ville. L'homme est parti, le corps s'éteint, mais les mots restent. Et très vite, la légende s'amplifie. On raconte qu'il avait vu son destin. On affirme que ses vers annoncent encore des siècles à venir. Son tombeau devient un lieu de curiosité. Au fil des générations, chaque crise majeure ravive son nom. Les guerres européennes, la Révolution française, les conflits mondiaux. À chaque époque,
certains lecteurs se replongent dans ces centuries. Vous ressentez cette étrange immortalité. Nostradamus n'est plus seulement un médecin du XVIe siècle. Il devient une figure intemporelle, invoquée lorsque le monde tremble. Ces quatrains, volontairement obscurs, permettent cette survie. Ils s'adaptent aux inquiétudes successives. Ils deviennent des miroirs mouvants. Et vous comprenez alors que la véritable force de son œuvre réside peut-être moins dans une précision prophétique que dans sa capacité à traverser le temps. La nuit recouvre Salon de Provence. Les étoiles brillent encore au-dessus de la ville. Et quelque part, dans l'imaginaire collectif, le nom de Nostradamus continue de résonner, comme un écho venu d'un siècle lointain, mais jamais totalement silencieux. La lumière du sud est plus douce maintenant. Elle n'éblouit plus avec la même intensité qu'au temps de sa jeunesse. Vous êtes à Salon de Provence, en cette année 1566. Les ruelles sont toujours là, les pierres toujours chaudes sous le soleil. Mais dans la maison de Nostradamus, le silence a changé de nature. Le corps vieillit. Les douleurs s'installent avec régularité. La goutte le fait souffrir davantage. Ses jambes le portent moins aisément. Il passe plus de temps assis, entouré de ses livres, de ses manuscrits, de ses cartes célestes. Vous l'imaginez dans cette pièce familière, où tant de pages ont été écrites. La table de bois porte les traces des années. Les marges des manuscrits sont annotées. Certaines feuilles sont jaunies par le temps. Il sait que sa vie approche de son terme. Le médecin qu'il est comprend les signes du corps. L'astrologue qu'il est peut-être observe aussi le ciel avec une attention particulière. Non pour défier la mort, mais pour l'accepter dans l'ordre des choses. À cette époque, mourir n'est pas un événement exceptionnel. La mort fait partie du quotidien. Les épidémies, les guerres, les accidents rappellent sans cesse la fragilité humaine. Pourtant, lorsqu'elle approche pour soi, elle prend une dimension différente. Vous ressentez cette conscience lucide. Michel n'est pas un homme isolé. Il a une épouse, des enfants. Il a des proches. Il a une réputation qu'il dépasse désormais. Mais face à la fin, il est seul avec son souffle, avec ses pensées. La tradition rapporte qu'il aurait annoncé à son entourage qu'on ne le trouverait plus vivant le lendemain matin. Les récits varient, embellis au fil des siècles. Peut-être s'agit-il d'une reconstruction tardive destinée à renforcer l'image du prophète. Ce qui est certain, c'est qu'il meurt dans la nuit du 1er au 2 juillet 1566. Vous imaginez l'aube se lever sur Salon de Provence. Les premières lueurs glissent entre les volets. Dans la maison, on découvre son corps immobile. Le silence est profond. Le médecin, l'astrologue, l'auteur des prophéties s'est éteint. Mais la fin d'un homme n'est pas la fin d'une œuvre. Très vite, son nom continue de circuler. Ses livres sont réédités. Les centuries sont copiées, parfois modifiées, parfois complétées par d'autres. Le texte original se mêle à des ajouts, à des erreurs, à des interprétations. Vous ressentez cette transformation. L'homme réel, avec ses doutes, ses prudences, ses douleurs, laisse place à une figure plus vaste. Nostradamus devient un symbole d'anticipation, un symbole de mystère, un symbole d'un savoir caché. Son tombeau, à Salon de Provence, attire la curiosité. On raconte qu'il aurait demandé à être enterré debout. Là encore, les récits se mêlent à la légende. Les siècles ajoutent des détails, amplifient les traits. À mesure que le temps passe, les crises successives renforcent sa notoriété. Chaque guerre majeure ravive son nom. Chaque catastrophe incite certains à ouvrir ses quatrains. Les mots écrits au XVIe siècle semblent se prêter à de nouvelles lectures. Vous comprenez alors que son œuvre a trouvé sa véritable puissance dans son ambiguïté. Parce qu'elle est symbolique, elle peut être relue sans cesse. Parce qu'elle est voilée, elle peut traverser les époques. Et dans cette permanence se trouve peut-être la clé de son éternité. La nuit tombe à nouveau sur Salon de Provence. Les étoiles brillent comme elles brillaient lorsqu'il était enfant. Le prophète s'est tu. Mais le mystère, lui, demeure. Vous restez encore un instant à Salon de Provence, après la disparition de Michel de Nostredame. La maison semble plus vaste, plus vide. Les manuscrits sont toujours là.
Les pages noircies d'encre attendent d'être relues. Les cartes du ciel, tracées avec soin, gardent la mémoire de nuits entières passées à observer les astres. Le corps a disparu, mais l'empreinte demeure. Dans les jours qui suivent de sa mort, la nouvelle circule rapidement. On en parle dans les rues, on en parle à la cour, on en parle dans les villes où ses almanachs étaient lus avec attention. La disparition d'un homme connu ne passe pas inaperçue, mais ce qui commence alors est plus vaste encore que le simple souvenir, car une œuvre prophétique ne s'éteint pas avec son auteur. Vous imaginez les imprimeurs reprendre ces textes, préparer de nouvelles éditions. Les centuries sont réorganisées, parfois corrigées, parfois altérées involontairement. Des erreurs typographiques se glissent, des variantes apparaissent. Peu à peu, le texte original se diffracte. Et c'est dans cette diffusion imparfaite que naît la légende. Les générations suivantes vivent leur propre crise. Les guerres de religion ravagent la France avec une violence extrême. Les massacres, les trahisons, les changements de pouvoir donnent l'impression d'un monde en déséquilibre constant. Dans ce chaos, les quatrains de Nostradamus offrent un étrange réconfort. Non pas parce qu'ils apportent des solutions, mais parce qu'ils donnent le sentiment que ces bouleversements étaient inscrits quelque part. Vous ressentez ce besoin humain profond, croire que le désordre a un sens, qu'il s'inscrit dans une trame plus vaste. Au fil des siècles, chaque période troublée réactive son nom. Lors de la Révolution française, certains voient dans ces vers l'annonce de la chute des rois. Pendant les guerres napoléoniennes, on relie ces quatrains à la lumière des conquêtes et des défaites. Plus tard encore, au XIXe et XXe siècle, les conflits mondiaux ravivent l'intérêt pour ces écrits. Les interprétations se multiplient. Un vers évoquant un grand chef est associé à tel dirigeant. Une image de feu venu du ciel est rapprochée d'une invention nouvelle ou d'un bombardement. Vous comprenez alors que l'œuvre de Nostradamus fonctionne comme un miroir mouvant. Elle ne contient pas une liste claire d'événements datés. Elle offre un langage symbolique suffisamment souple pour être réinvesti par chaque époque. C'est cette plasticité qui lui donne sa longévité. Mais au-delà des récupérations spectaculaires, il demeure l'homme du XVIe siècle, le médecin qui a affronté la peste, le père endeuillé, le savant nourri d'humanisme, l'astrologue cherchant des cycles dans le désordre du monde. Vous sentez qu'il est important de revenir à cette réalité, car la légende peut parfois effacer l'humain. Nostradamus n'était pas un magicien isolé dans une tour d'ivoire. Il était profondément inscrit dans son époque, avec ses savoirs limités, ses croyances partagées, ses tensions religieuses. Il a cherché à comprendre le monde avec les outils dont il disposait. La médecine antique, l'astrologie traditionnelle, la mémoire historique. Son ambition n'était peut-être pas de prédire précisément l'avenir lointain, mais de mettre en lumière les cycles, les récurrences, les fragilités humaines. Et en cela, il touche à quelque chose d'universel. Car vous aussi, en l'écoutant ce soir, vous cherchez peut-être à comprendre votre propre époque, à donner un sens aux incertitudes, à percevoir des motifs dans le tumulte. Les étoiles brillent encore au-dessus de Salon de Provence. Elles brillent au-dessus de vous aussi. Les mêmes astres que contemplait le jeune Michel, émerveillé dans son enfance, traversent toujours le ciel nocturne. Leur lumière a voyagé pendant des années avant de parvenir jusqu'à la Terre. Les mots de Nostradamus ont suivi un chemin similaire. Écrits dans le silence d'une maison provençale, ils ont traversé les siècles. Ils ont été déformés, commentés, critiqués, admirés. Ils continuent d'exister parce qu'ils laissent place à l'interrogation. Et peut-être est-ce là le véritable secret des astres. Non pas nous donner des réponses définitives, mais nous inviter à lever les yeux, à réfléchir, à accepter que le temps dépasse toujours notre compréhension immédiate. La nuit est désormais bien installée autour de vous. Le vent souffle doucement, comme il soufflait autrefois sur les collines de Provence. Le ciel, vaste et profond, scintille d'étoiles anciennes. Les mêmes étoiles que contemplait un enfant de Salon de Provence il y a plus de 4 siècles. Vous avez marché dans les pas de Michel de Nostredame. Vous l'avez vu enfant, levant les yeux vers le firmament avec curiosité. Vous l'avez suivi sur les routes poussiéreuses, affrontant la peste et la peur. Vous l'avez accompagné dans le silence du deuil, dans l'errance et la réflexion.
Vous l'avez observé écrire, la nuit, à la lueur d'une lampe, cherchant des cycles dans le désordre du monde. Vous l'avez vu approcher les puissants, puis revenir à la simplicité de sa maison provençale. Et enfin, vous avez assisté à sa disparition, tandis que son œuvre, elle, commençait à vivre seule. Nostradamus n'était pas un personnage hors du temps. Il était profondément ancré dans le XVIe siècle, avec ses croyances, ses limites, ses peurs et ses espoirs. Médecin humaniste, il a tenté de soulager les corps. Astrologue, il a cherché à lire les signes du ciel. Écrivain, il a laissé des mots assez ouverts pour traverser les siècles. Ses prophéties n'ont jamais cessé d'être relues. À chaque époque troublée, on a ouvert ses quatrains comme on ouvre une fenêtre sur un possible sens caché. Mais au fond, ce que son parcours nous rappelle, c'est peut-être autre chose. La fragilité de la vie humaine, la répétition des crises et des renaissances, la permanence du ciel au-dessus de nos incertitudes. Les étoiles qu'il observait brillent encore ce soir. Et vous, en refermant cette veillée historique, vous pouvez peut-être vous demander, auriez-vous survécu dans ce monde du XVIe siècle, traversé par la peste, les guerres de religion, les peurs collectives? Auriez-vous cherché, vous aussi, des signes dans le ciel pour comprendre le tumulte de votre époque? Le vent se fait plus doux. Votre respiration ralentit. L'histoire s'éloigne peu à peu, comme une barque qui dérive lentement sur une eau calme. Merci d'avoir voyagé avec Histoire Cocasse. Si cette nuit aux côtés de Nostradamus vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne Histoire Cocasse pour ne pas manquer les prochaines veillées d'histoire. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire pour nous dire depuis quel endroit vous nous écoutez et déposer un simple « j'aime » avant de fermer les yeux. Les étoiles veillent. Il est temps, doucement, de laisser le sommeil vous emporter.